que les collectivités territoriales font face à des défis, comme c'est le cas actuellement en période hivernale avec la lancinante question liée à l'assainissement. Monsieur Oumar Gueye va répondre à notre question. Donc, il est ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, maire de la commune de Sangalkam. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Oumar. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre invitation. Monsieur le ministre, vous sortez d'un séminaire gouvernemental sous la présidence, bien sûr, du président Macky Sall. L'objectif était de renforcer l'action gouvernementale. À l'issue des travaux, quel est le sentiment du ministre que vous êtes membre du gouvernement? Quelles sont les leçons que vous avez tirées de ces travaux? Je vous remercie. Comme vous l'avez dit, pendant 2 jours, nous avons assisté, participé à un séminaire gouvernemental sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Ce séminaire est d'une importance capitale. Ce séminaire a permis de revisiter et de revoir un certain nombre d'éléments très importants pour un gouvernement. Nous avons eu droit à des communications très importantes sur le protocole républicain, sur également la révision constitutionnelle du 14 mai 2019, ses conséquences également, mais également sur les budgets programmes, parce qu'à partir de 2020, tous les ministères seront sous budget programme. Et également d'autres aspects très importants pour la bonne marche d'une administration. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que le président a eu à dire en synthèse, qui est très important. Pourquoi ce séminaire? Le président vient d'être réélu avec une écrasante majorité. Il a mis sa gouvernance sur le mode fast track. Il a également insisté sur la nécessité d'avoir toujours sur la ligne de mire, sur le curseur, les questions liées à l'efficacité, à l'efficience du gouvernement, à la solidarité gouvernementale, à la collégialité d'un gouvernement. Et également sur le fait que nous ne devions pas perdre de vue que ce qui est important, c'est le résultat. La gestion axée sur les résultats. Toutes ces questions sont revenues lors du séminaire. Et le président également a ouvert un débat pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à tout cela. Nous sortons revigorés de ce séminaire et nous sommes prêts, effectivement, le gouvernement, par rapport aux instructions de M. le Président de la République pour atteindre les résultats qu'il nous a fixés. Mais également, il faut le comprendre aussi que la révision constitutionnelle du 14 mai 2019 supprime le poste de Premier ministre. Cela met les ministres tout de suite devant leurs responsabilités, avec comme interlocuteur direct M. le Président de la République. Donc, de tout cela, nous en avons parlé, nous avons discuté et nous sommes sortis avec une orientation très claire de ce qu'il faudra faire durant les 5 prochaines années. Bien. Alors, je le rappelais en introduction, une des grandes réformes qui certainement a été abordée durant ce séminaire, c'est l'acte 3 de la décentralisation qui en est à sa 2e phase. Dans ce contexte justement d'accélération de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, parce que c'est de cela qu'il s'agit, quelle évaluation faire de cette réforme, du moment que, bon, là aussi, on savait que l'objectif était d'atteindre une sorte de territorialisation des politiques publiques. Oumar, avant de parler même de l'axe 3, il faut le placer dans son contexte de plan Sénégal émergent. Vous savez que le président Macky Sall a conçu un référentiel unique de nos politiques publiques, qui est le plan Sénégal émergent, avec un postulat. Faire du Sénégal un pays émergent pour une société solidaire dans un état de droit. C'est ça le postulat du plan Sénégal émergent qu'il a décliné à travers 3 axes. L'axe 1, la transformation structurelle de notre économie vers une croissance inclusive. L'axe 2, le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et enfin, l'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. L'acte 3 de la décentralisation, il faut l'inclure dans la gouvernance, c'est-à-dire sur l'axe 3 du PSE. C'est faire en sorte que nous ayons des territoires
viable, et compétitif, et porteur de développement durable. Chaque mot a son sens. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, qui a une tradition de décentralisation, depuis 1872, vous savez que les communes de Gorée et de Saint-Louis ont été créées en 1872, ce qu'on peut appeler l'acte 0. Ensuite, il y a eu l'acte 1, c'est en 1972, avec la création des communautés rurales. En fait, ensuite, l'acte 2, en 1996, avec la création des régions, la régionalisation. La régionalisation. Maintenant, l'acte 3. Le président Macky Sall, qui a une expérience dans ce domaine, n'oublions pas qu'il a été maire de la commune de Fatick. Il a eu occupé des fonctions extrêmement importantes, ministre des collectivités territoriales, de l'Intérieur, etc., Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc, il a un vécu. C'est la raison pour laquelle il a conçu et mis en place l'acte 3 de la décentralisation. Cet acte 3, depuis 2013 jusqu'à maintenant, le président nous a demandé de l'évaluer. Nous avons parcouru les 14 régions. Nous avons tenu 14 CRD spéciaux consacrés uniquement à cette évaluation. Et cette évaluation nous a permis de comprendre un certain nombre de choses, des vécus sur le terrain. Parce que quand on évalue, autant aller sur le terrain. De manière globale, cet acte 3 est apprécié par les collectivités territoriales. Les communautés rurales, les anciennes communautés rurales, qui sont devenues communes, d'égale dignité avec les autres collectivités territoriales qui étaient communes avant, ont pu bénéficier, de par cet acte 3 de la décentralisation, de plus de considération, de ressources également additionnelles, parce qu'il y a un accompagnement. L'acte 3, c'est aussi un accompagnement avec des moyens importants pour les collectivités territoriales. Je donne quelques exemples. Oui. Premier exemple, les fonds de dotation de la décentralisation, en 2012, étaient de 16 milliards. Les fonds de dotation de la décentralisation, en 2019, sont de 24 milliards. Vous voyez donc une augmentation conséquente. Les fonds d'équipement des collectivités territoriales, en 2012, étaient de 12 milliards 500. En 2019, sont de 26 milliards. Ajoutez à cela un programme important qu'on appelle le PACASEN, qui appuie 123 communes qui vont se partager 130 milliards sur 5 ans. Oui. Un programme innovant. Ensuite, last but not least, la CEL, la contribution économique locale, qui vient régler un problème d'équité territoriale. Parce qu'avant, les communes qui n'avaient pas d'infrastructure en leur sein, pas d'usine, pas de centrale électrique, n'avaient pas de patente. D'accord. Maintenant, le président a dit, il faudrait qu'il y ait une répartition équitable, sans poser trop de problèmes aux communes qui avaient ces infrastructures, mais également permettre aux communes qui n'en ont pas d'en recevoir. Eh bien, nous venons de distribuer, à l'heure actuelle, 17 milliards à l'ensemble des communes, dont 358 anciennes communautés rurales qui ne recevaient pas de patente. D'accord. Ce qu'on attendait, c'est vrai, de cette phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, c'est qu'elle apporte des solutions à des problèmes qui ont été soulevés par les élus, problèmes liés aux ressources financières notamment. Donc tout ce que vous venez de dire là, c'est pour finalement dire quoi exactement? Que ces questions-là sont réglées ou sont en train d'être réglées? Ces questions sont en train d'être réglées en ce qui concerne les dotations qui viennent de l'État vers les collectivités territoriales. Oui. Mais les collectivités ne doivent pas seulement vivre de dotations. Les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de pouvoir avoir des ressources propres au sein de leur collectivité. La loi le permet. Il y a des collectivités qui peuvent avoir des taxes, prélever des impôts, etc. Au niveau local, je veux dire, au niveau local. Oui. De ce point de vue-là, il y a de bels exemples qu'on peut citer. Il y a des collectivités qui ont pu avoir, même en leur sein, des zones économiques spéciales. Je peux citer le cas de Sandiara, qui est une collectivité territoriale qui l'a réussi. Et d'autres collectivités territoriales qui, à travers un partenariat public-privé, ont pu avoir des ressources. Je prends l'exemple de Malicounda, avec la centrale solaire de Malicounda, où la collectivité territoriale est actionnaire là-dessus. Cela, la loi le permet. Donc, nous voulons qu'il y ait... L'État est en train de faire des efforts.
jamais égalé dans le passé. Ce que le président Macky Sall est en train de faire pour les collectivités territoriales, aucun président ne l'a fait dans le passé. C'est la réalité et les élus le disent. D'accord. Mais en dehors de ça, il faut que les collectivités... Maintenant, le problème de l'innovation... L'État joue son rôle en termes de soutien, financier, mais c'est vrai, les communes sont d'égale dignité, mais elles n'ont pas toutes les moyens d'aller chercher de l'argent aussi. Oui, c'est le rôle justement de la SEL, par exemple. La SEL, cette structure, cette innovation majeure, contribution économique locale, qui permet de doter des collectivités. Je donne un exemple. Récemment, j'ai rencontré un maire, ancien président de conseil rural. Quand je lui ai annoncé que vous allez avoir 18 millions par la SEL, il m'a dit, mais c'est incroyable, ça on ne l'a jamais eu. Parce que les seules entrées d'argent venant de l'État vers les communes, c'était le fonds de dotation et le fonds d'équipement. Oui. Mais maintenant, en supplément, il y a la SEL qui est là et qui permet aux collectivités, ces collectivités, de régler un certain nombre de problèmes par rapport à cela. Il ne faut pas aussi oublier que les investissements que l'État fait, les gros investissements, c'est dans les collectivités. Quand l'État construit un lycée, c'est dans une collectivité. Quand l'État construit une maternité, c'est dans une collectivité. Oui. Quand l'État construit une route ou un port, c'est dans une collectivité, Absolument. etc. Donc, l'intervention aussi de l'État impacte directement la vie dans les collectivités territoriales. Oui. Mais je suis d'accord qu'il faudrait que ces collectivités puissent avoir des ressources propres pour s'occuper des questions de développement. Parce que n'oublions pas qu'une collectivité locale est aussi un démembrement de l'État. Ok. Et vous les accompagnez dans ce cadre-là? Nous les accompagnons, Ouais. tout à fait, à travers la formation, à travers des rencontres que nous tenons, un partenariat dynamique nécessaire, oui. avec le ministère, et veiller à ce que tous les engagements de l'État vis-à-vis de ces collectivités soient respectés. Oui. Avec l'hivernage en cours, on mesure avec beaucoup de pertinence l'ampleur des défis auxquels font face ces collectivités territoriales, avec la question des inondations qui posent un véritable problème. L'assainissement, pratiquement chaque année, pose problème. C'est vrai qu'ils sont mieux outillés pour répondre ou parler de leurs problèmes. Mais en termes d'appui, dans ce volet concret de l'assainissement, par exemple, en période hivernale, qu'est-ce que vous faites en tant que tutelle? Je voudrais d'abord que nous retournions un peu vers le passé, un passé qui n'est pas lointain. Vous vous rappelez des inondations de 2012? Oui. J'étais ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Le président Macky Sall venait d'arriver. La situation était catastrophique dans tout le pays. Même chez vous, ici, à la RTS, il n'était pas possible de passer après une pluie pendant 2-3 jours. C'était complètement inondé. Vous allez à Ouest Foire, c'était la même chose. Vous allez à la zone de captage, c'était la même chose. Vous allez à Grand Yoff, c'était la même chose. En banlieue Dakar. Vous allez à Touba, c'était la même chose. Vous allez à Bambey, je retiens un quartier. Vous allez un peu partout au Sénégal, c'était la même chose. C'est la raison pour laquelle, cette année-là, sans préparation, parce que rien n'était préparé pour gérer les inondations, nous avons pu faire ce que nous avons pu faire. Mais le président a dit, je vais tenir un conseil présidentiel pour mettre en place le plan décennal de lutte contre les inondations. C'est ce plan décennal-là qui est en train d'être exécuté, qui a permis de résoudre beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui à la RTS, quand il pleut, c'est vrai, parce que l'eau ne peut pas spontanément partir entre le flux entrant et le flux sortant, s'il y a un différentiel de temps, il faut un certain temps. Mais en venant, il a plu hier nuit ici. En venant là tout de suite à la RTS, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau. Donc l'eau est partie. Cela veut dire que les infrastructures qui ont été mises en œuvre fonctionnent. Que ce soit vers la zone de captage, que ce soit vers Grand Yoff, que ce soit vers la banlieue. Parce que le projet qui est géré au niveau de l'ADM a fait un excellent travail vers les zones de Médina Gounass, vers les zones de Wakhinane, de Dalifort, de Cité Soleil, etc. Si vous allez à Touba, je me rappelle très bien en 2012, impossible d'accéder à la grande mosquée de Touba. Impossible. Pendant plusieurs semaines. Maintenant, quand il pleut, il peut y avoir de l'eau, mais des canalisations importantes avec des diamètres importants
ont été mises en œuvre au niveau également de Kerniang, de la station de Kerniang, et au niveau du bassin terminal de Darou Rahman. Tous ces investissements importants. Ça veut dire que le plan décennal a fait ses effets, a donné des résultats. Le plan décennal a donné des résultats. D'accord. Maintenant, il faut aussi comprendre que nous vivons dans un monde de changement climatique. Il faut que nous en soyons conscients. Il n'y a aucun pays au monde qui échappe à cela. Regardez les ouragans qui se passent en Asie, aux États-Unis, un peu partout. Il y a des inondations extraordinaires qui se passent là-bas. Nous ne serons pas épargnés. C'est la raison pour laquelle nous devons être résilients. Ouais. Nous devons avoir des programmes d'adaptation, des programmes de résilience. Et la vision du président qu'il avait en 2012 sur le plan décennal est une vision juste qui nous permet aujourd'hui de régler de manière progressive ces questions liées aux pluies et aux inondations. Mais il faut bien comprendre qu'une eau qui stagne et qui part 2 ou 3 heures après, ce n'est pas une inondation. Mais au moment où l'eau est là, oui, il y a des difficultés. Mais l'eau part effectivement très rapidement après, de fait de ces infrastructures qui ont été mises en œuvre. D'accord. Au-delà de l'hivernage et de ces désagréments, il y a les programmes sectoriels importants, comme le programme Zéro Bidonville, Zéro Déchet et Ville Créative. Alors, comment vous entendez travailler à la réalisation de ces projets-là? Il faudrait d'abord rappeler les 5 initiatives du président Macky Sall et les 3 programmes prioritaires. Première initiative, PSE Jeunesse. Cela veut dire quoi? Le président Macky Sall a l'ambition de placer la jeunesse au cœur de ses préoccupations majeures. Le Sénégal est un pays jeune. C'est la raison pour laquelle il a mis en œuvre sa première initiative PSE Jeunesse, avec la création de millions d'emplois, d'1 million d'emplois, avec également le fait de s'occuper des jeunes en termes d'éducation, de formation, d'insertion, de réinsertion, de formation professionnelle, d'épanouissement, de sport, etc. Ça, c'est la première initiative. La deuxième initiative, c'est le PSE vert, ou la transition agroécologique, ou la reforestation de notre pays. Oui. Là également, c'est très important quand on sait que, par exemple, nous perdons chaque année 40 000 hectares de forêt. Oui. C'est impressionnant, c'est l'équivalent de 300 terrains de football par jour. Là également, il a adressé cette question. Oui. La troisième, c'est le Sénégal numérique. PSE numérique. Le numérique, on ne peut pas s'en passer. Incontournable, oui. Voilà. Quatrième initiative, c'est l'industrialisation. Il faut qu'on industrialise notre pays. C'est ça. Et enfin, il y a l'économie sociale et solidaire. Bon, tout cela implique les collectivités territoriales. C'est ça, c'est ce que je viens de rappeler. Exactement. Ouais. Donc, ce que nous demandons aux maires, aux élus, aux conseils municipaux, c'est de capter ces 5 initiatives et de voir chacun en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'il peut concrètement faire. Une commune peut organiser des séances de plantation d'arbres. C'est à leur niveau. Une commune qui en a les ressources peut s'occuper du numérique. Une commune peut s'occuper de l'emploi de jeunes. Parce que c'est ça également le rôle d'une collectivité territoriale, s'occuper de ses mandats, et particulièrement la frange jeune et la frange femme. C'est cela qui est important. Moi, je donne un exemple dans notre commune à Sangalkam. Le président vient de mettre en place un DAC, un domaine agricole communautaire. Oui. Si vous y allez aujourd'hui, vous trouverez 800 personnes qui y travaillent. Parce que le président Macky Sall a donné son autorisation pour que pendant l'hivernage, les populations puissent exploiter cette superficie. Ensuite, maintenant, les 3 programmes prioritaires. Ouais. Zéro bidonville. Les collectivités territoriales agissent à ce niveau. Parce qu'ils gèrent aussi également le foncier pour pouvoir accueillir ces constructions. Les 100 000 logements se feront dans des collectivités territoriales. Ça ne se fera pas dans l'espace. Ce sera sur terre. Donc forcément dans des collectivités territoriales. Zéro bidonville, zéro déchet plutôt. Mais ça, les collectivités sont directement impliquées. Parce que le fait qu'une ville soit propre, c'est sous la responsabilité du maire. Partout dans le monde,
ce sont les collectivités territoriales qui s'occupent de la propriété de leur ville et de leur village. Il faudrait que les collectivités, dans les budgets, inscrivent des montants permettant de régler la salubrité dans leur collectivité. L'État vient en appoint. Pour ne pas dire l'État, si on prend la région de Dakar, c'est l'État qui, à travers son budget, met à peu près 17 milliards pour pouvoir rendre nos villes et villages propres. Mais il faut, même s'il faut revoir la nomenclature budgétaire et en faire des dépenses obligatoires, il faut que les collectivités territoriales prennent ce point important de zéro déchet. Ensuite, maintenant, les villes créatives, ça se fait dans les collectivités. J'allais même dire villes et villages créatifs. Oui. Et à partir de mais ce c'est moment, vrai que les collectivités sont directement impliquées. Elles sont directement impliquées, mais on le voit, c'est un programme où c'est des programmes très ambitieux et certainement elles ne peuvent pas engager les travaux toutes seules, les collectivités. Forcément, elles ont besoin du soutien et de l'accompagnement de l'État. Bien sûr, l'État accompagne, c'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a pris tous ces dossiers-là à bras le corps. L'État va intervenir en relation avec les collectivités territoriales. Mais il est vraiment intéressant qu'une collectivité dise, le président a lancé de bonnes idées, des idées porteuses de développement. Parce que n'oublions pas que le postulat des collectivités, c'est organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable, que les collectivités, à travers leur budget, puissent aussi intervenir. Parce qu'il y a des collectivités qui ont des budgets très très importants, qui pourront également investir dans ces créneaux-là de développement. Ouais. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses. Hein? Beaucoup d'autres. Oui, mais vous savez, il y en a quand même qui ont des possibilités de faire quelque chose. Autant faire, même de manière symbolique, dans sa collectivité, en disant aujourd'hui, bon voilà, on prend dans notre budget 2 millions pour le nettoiement des rues, etc. Acheter quelques poubelles pour mettre dans des endroits stratégiques, inciter les marchés, les responsables des marchés à rendre propres les marchés, donner un peu au service d'hygiène pour pouvoir nettoyer, saupoudrer certaines zones pendant l'hivernage. Ça, il y a beaucoup de collectivités territoriales, c'est à leur portée. Absolument. Alors, dans le département que vous gérez, il y a un volet important, c'est vrai, dont on ne parle pas assez, un peu moins que peut-être les collectivités, c'est l'aménagement des territoires. Concrètement, qu'est-ce qui donne sens à cette dimension-là que vous gérez? Vous savez, et je le dis, le Sénégal ne s'est pas trop occupé de son aménagement, de son territoire, de l'aménagement de son territoire. Lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, beaucoup de gens pensent que ce sont des cartes qu'il faut faire, des dessins. Non. L'aménagement du territoire, c'est la base même du développement dans un pays. C'est quoi l'aménagement du territoire? C'est une prospective. C'est prendre le Sénégal et dire, voilà les zones agricoles, voilà les zones touristiques, voilà les zones industrielles, voilà les couloirs qu'il va falloir prévoir d'ici 10, 15, 20, 30 ans, parce que des autoroutes vont y passer. Voilà des couloirs qu'il va falloir prévoir d'ici 15, 20, 30, 40, 50 ans, parce que des chemins de fer vont y passer. Voilà les zones où on va installer des aéroports, voilà les zones où on va installer des ports, voilà des zones où il va falloir des hôpitaux dans quelques années, des postes de santé, voilà. C'est ça l'aménagement du territoire, c'est-à-dire c'est la base du développement. Tous les plans qui doivent être faits doivent avoir comme soubassement l'aménagement du territoire. Même les plans directeurs d'urbanisme doivent avoir comme soubassement l'aménagement du territoire. Quand quelqu'un veut faire un plan directeur d'urbanisme, il prend le plan d'aménagement du territoire et il a tout de suite toutes les zones à urbaniser. Et laisser à côté les zones agricoles qui doivent aussi coexister avec les zones urbaines. Voilà l'aménagement du territoire. Il se trouve que, justement, au niveau de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ce travail est fait. Moi, quand j'ai été nommé ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, j'ai pris connaissance de ce dossier. Je dis, mais c'est ça qu'il nous faut. Maintenant, ce dossier doit être validé par
Monsieur le Président de la République, par le gouvernement, s'il y a des lois qui doivent être prises, ces lois devront être prises, etc. Mais que le Sénégal ait son plan d'aménagement du territoire. Et tout ce dossier-là, effectivement, nous l'avons envoyé à la plus haute autorité pour que des décisions soient prises à ce niveau. Mais je demeure convaincu que nous devons adopter, nous devons avoir ce plan d'aménagement du territoire, et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire est outillée et équipée. Vous savez que c'est cette agence-là qui a la cartographie nationale. La cartographie nationale du Sénégal est à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Les dossiers liés à la toponymie. La toponymie, c'est l'appellation des rues, des lieux-dits, des fleuves, etc. Mais c'est dans le dossier de l'aménagement du territoire et l'agence a déjà bouclé tout ce travail-là. Un volet important lié à l'environnement, c'est la verdure. C'est vrai que, bon, beaucoup de choses se sont passées en termes d'aménagement foncier, etc. Si bien que dans beaucoup de communes ou communautés territoriales, enfin, il y a plus de communautés rurales ou territoriales, dans beaucoup de communes ou départements, il y a des gens qui se plaignent en fait de l'absence d'aménagement de la verdure pour tenir compte de l'espace environnemental. Est-ce que c'est dans les compétences de l'agence dont vous parlez tout à l'heure? Ça, c'est un peu du détail. C'est-à-dire, l'agence, l'aménagement du territoire parle des agrégats macro. C'est ça. Mais pas aller jusqu'au détail, mettre un espace vert ici. Mais ça, c'est le plan. C'est le plan directeur d'urbanisme. Oui. Qui doit régler ces questions. Vous allez dans les pays développés, vous allez en France, un peu partout. Ce que vous remarquez, c'est qu'à travers cette forte urbanisation, mais il y a des forêts, il y a des bois. Il y a des bois, bois de Vincennes, vous allez à Compiègne, il y a même des forêts à l'intérieur des villes. Et c'est ça que le président Macky Sall veut mettre en œuvre. Lorsqu'il parle de PSE vert, cela prend en charge cette question. Il a créé une agence pour la reforestation au niveau du Sénégal. Cet aspect-là est également pris en compte. Parce que vous avez raison, il y a trop de béton dans nos villes. Nous n'avons que du béton, pas d'espace vert. Vous allez dans les grandes villes, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, partout, vous voyez des zones où les gens viennent regarder la tour Eiffel, autour de la tour Eiffel. Mais il y a un vaste aménagement vert avec presque une forêt qui est là-bas, au cœur de Paris. Donc, vous voyez, c'est important dans l'amélioration du cadre de vie de nos populations de nous attaquer à ces problèmes. Et c'est ce qui est fait avec le PSE vert du président Macky Sall. Le débat sur l'exploitation des ressources naturelles, récemment, c'est le fer de la Falémé qui a été agité. Pour le ministre des collectivités territoriales que vous êtes, il est important peut-être de poser la question sous l'angle de l'impact de ces ressources-là ou de leur exploitation sur les populations. Qu'est-ce que vous pouvez en dire exactement? Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de problème sur le fer, sur le pétrole ou sur toute autre chose. La gouvernance du président Macky Sall est une gouvernance vertueuse, transparente, uniquement orientée vers l'intérêt des populations. S'il s'agit du pétrole et du gaz, il a mis le COS-Pétrogaz, avant même qu'on exploite une seule goutte de pétrole, pour l'intérêt supérieur de la nation, en impliquant tout le monde, y compris l'opposition, la société civile, et tous ceux qui ont un intérêt pour donner leur point de vue sur la question. Il s'agit du fer également, mais depuis combien d'années ce fer, on en parle? Personne n'a pris une initiative pour l'exploiter, personne. Beaucoup de gouvernements sont passés, beaucoup de présidents sont passés. On parle de l'affaire de fer Falémé, Miferso, etc. Ce qui se passe, c'est que on cherche à brouiller l'opinion sur des fake news, sur des choses qui ne sont pas vraies. Je donne deux exemples, simplement. On a dit qu'on a exonéré cette société pendant 10 ans. Eh bien, c'est faux. C'est 2 ans. On a dit que l'État va garantir également l'emprunt de cette société privée pour l'exploitation de ce fer. C'est également faux. On a dit également beaucoup de contre-vérités sur cette chose-là. Mais ce qui est vrai dans cette affaire-là, c'est que l'intérêt du Sénégal est toujours sauvegardé, comme dans tout dossier piloté
par le gouvernement du président Macky Sall. Maintenant, l'intérêt pour les collectivités territoriales, oui. c'est important. Quand vous savez, comme je vous l'ai dit, toutes les infrastructures se passent dans une collectivité territoriale. Ici, nous sommes à la RTS, nous sommes dans une collectivité territoriale. Ce point de vue-là, il y a un impact positif en termes d'emploi, en termes également de contribution économique locale pour la collectivité territoriale qui va en bénéficier. Lorsque nous avons un port dans une collectivité territoriale, mais c'est beaucoup de bénéfices pour cette collectivité en termes d'emploi, etc. Lorsque nous avons une usine qui transforme ce fer, parce que cela, il faut le mettre aussi en corrélation avec les 5 initiatives du président Macky Sall. L'industrialisation. On pouvait bien prendre ce fer-là, l'exporter à l'état brut. Mais si on transforme du fer en faire du fil de fer, du fer à béton, etc., de l'acier, mais c'est une excellente chose. Et il y a forcément un impact positif pour la collectivité territoriale qui va être le réceptacle de ces infrastructures. Très bien. Alors, le renouvellement du mandat des maires et autres présidents de collectivités ou de conseils départementaux, avec les élections locales qui auront finalement lieu au-delà du 1er décembre, on le sait, date initialement retenue. En votre double qualité de ministre-maire, comment entrevoyez-vous ce scrutin à venir? Je pense que déjà, je me réjouis de ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire le dialogue. Vous savez, le président Macky Sall est un homme de dialogue. Il l'a toujours été. Et il le sera toujours. Vous pouvez rester dans son bureau parce que, n'oublions pas que c'est lui qui a été élu au suffrage universel. C'est lui qui définit la politique de la nation. C'est lui qui nomme aux postes civils et militaires. On lui a confié les destinées de ce pays. Mais il a dit non, dialoguons, discutons, regardons, faisons tous les moyens possibles pour avoir un consensus. Alors, sur les élections locales qui vont venir, parce qu'il y a un consensus sur le mode de scrutin du maire. Ce qui est une très bonne chose. Moi, je défends cette position. Je pense que le maire doit être élu au suffrage universel, local, par les populations. Les populations ne doivent pas ignorer, pendant la campagne électorale pour les municipales, qui sera maire. Il faut éviter les combinaisons de dernière minute qui sont source de déception totale pour les populations, qui pensaient que c'est un tel qui devait être maire, mais maintenant les conseillers se sont réunis, ont fait des combinaisons et ont élu un maire. Un maire qui ne correspond pas à ce que voulait la majorité des populations. À Sangalkam, ça ne s'est jamais passé comme ça? Ça ne s'est jamais passé comme ça. Moi, j'en suis à mon 3e mandat. Vous connaissez l'histoire de Sangalkam, les péripéties. Depuis la communauté des délégations spéciales sur délégations spéciales. Mais chaque fois, on gagne. C'est comme ça. À Sangalkam, nous remercions les populations qui continuent toujours à nous faire confiance. Au-delà de Sangalkam, je peux même dire les 4C. Parce que ces 4 collectivités sont issues de l'ex-communauté rurale Sangalkam. Je parle de Bambilor, je parle de Djahaï, je parle de Théompelnag et de Sangalkam. Alors, de ce point de vue-là, il est important qu'il en soit ainsi. Et reporter les élections aussi est une bonne chose. Cela permet de régler toutes ces questions-là en amont, mais cela permet aussi d'intégrer les conclusions de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Cela permettra au président de la République d'apprécier le rapport qui lui sera présenté sur l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation et de prendre des mesures. Parce qu'il y a des difficultés que vivent des collectivités territoriales. On parle des incohérences territoriales, des découpages administratifs qu'on peut qualifier de politiques, etc., etc. Donc tout cela, le président Macky Sall doit avoir le temps de l'organiser, qu'on ait des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Donc, ce qui est en train de se faire est une très bonne chose. Et je pense que de manière générale, un consensus sera trouvé. Et la décision finale maintenant appartiendra au président de la République, Macky Sall. 3 mandats, dites-vous, vous aspirez certainement à un 4e. Vous savez, moi, sauf prétention, aucune. Mon nom est étroitement lié à Sangalkam. Quand on dit Sangalkam, on dit Oumar Gueye. Quand on dit Oumar Gueye, on dit Sangalkam. Quand je voyage même à l'extérieur, quand les gens me voient, la première question, Anawa, Sangalkam. Oui. Donc,
il y a un lien important. Maintenant, ce qui se passera dans l'avenir, c'est entre les mains du bon Dieu et les mains aussi des populations qui se détermineront le moment venu sur ces questions essentielles, importantes au niveau local. Au niveau local, justement, on a susurré il y a quelques jours des questions liées au foncier. Qu'est-ce que vous avez à répondre? On a parlé notamment de terrains distribués, etc. Vous avez où? À Sangalkam, dans la communauté. Alors, vous savez, moi, j'ai été élu. Je vous ai dit, ça fait 3 ans, 3 mandats que je suis là-bas. J'ai jamais fait quelque chose qui soit contraire à la loi. Quand j'ai été, même dans l'opposition dure, où j'ai gagné, j'ai fait l'objet d'inspection générale d'État, de Cour de compte, de tout ce que vous voulez. Et croyez-le, à l'époque, s'il y avait des choses graves qui étaient décelées là-bas, il y a des choses peut-être qui pourraient se passer. Vous parlez du DAC de Sangalkam, certainement. Un bref recul dans le passé. C'est en 1979 qu'il y a eu un décret de jouissance confiant la gestion des terres à l'ISRA, là-bas. Ça fait à peu près 600 hectares. Mais ces terres n'ont jamais été exploitées de manière globale par l'ISRA. Et en 2016, lors du Conseil des ministres délocalisé de la région de Dakar, le président Macky Sall a décidé la création du DAC de Sangalkam sur ces terres. Mais l'on s'est rendu compte que, bien avant son arrivée au pouvoir, les gens s'étaient partagés ces terres par des baux, des titres fonciers, etc. Le président Macky Sall a pris la décision d'annuler tout ça. Parce qu'il ne peut pas comprendre que 600 hectares puissent être partagés à travers des personnes. Alors que l'écrasante majorité de la population, les villages de Sangalkam, Bambilor, Ngendouf, Wayambam, Mbey, Nyakurap, Keur Mariam Beng, etc., Nyag, Kounoun, Keur Ndiaylou, ces gens sont là et ont besoin de ces terres pour travailler. Le président dit, je mets un DAC. Le DAC est en train de se mettre progressivement en place. Et c'est moi qui avais demandé, je dis à monsieur le président de la République, puisque l'hivernage approche, le DAC est en train de s'installer, permettons aux populations de cultiver pendant l'hivernage. C'est en train de se faire? Oui, c'est en train de se faire. Il a donné son accord, il a donné des instructions avec madame le ministre de la Jeunesse, qui a la tutelle du PRODAC. Et également, nous avons rencontré les populations, le préfet, le sous-préfet, et les instructions qu'on a reçues du président, c'est que ce qu'il exploite pendant l'hivernage ne doit pas en faire une propriété après, parce que c'est le DAC. Et tout ça est réglé. J'ai regardé un peu les choses évoluer, mais ça n'évoluait pas bien à mon sens, c'est-à-dire c'était trop lent. Vous savez, le président a mis en place le fast track. L'hivernage, c'est une fenêtre de tir. On ne peut pas perdre du temps si on veut faire des cultures hivernales. Je suis directement intervenu, je suis allé sur le site. Et j'ai dit aux gens du DAC et de l'ISRA, mais écoutez, votre façon de travailler, c'est un peu lent. Nous voulons accélérer et nous allons accélérer. Qu'est-ce qu'on a fait? Le ministre de l'Agriculture nous a donné des semences. Moi-même, j'ai acheté des semences, j'ai loué des tracteurs et on a mis à la disposition des populations. Et à l'heure actuelle, il y a 800 personnes qui y travaillent, qui ont fait des spéculations d'arachide, de niébé, de pastèque, de gombo, de maïs, entre autres. Et c'est très bien apprécié par les populations. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais nous n'avons pas un pouvoir d'affecter les terres. Parce que c'est un titre foncier de l'État transformé en DAC. Nous n'avons aucun problème avec l'ISRA, avec qui que ce soit. Mais nous voulons qu'on laisse tranquille les populations, conformément aux décisions du président de la République, que ces populations puissent avoir des revenus à la fin de cet hivernage. C'est tout ce qui s'est passé. Donc, contrairement à ce qui s'est dit, il n'y a pas eu de terrain attribué à des responsables absolument du régime, pas. Ce etc. qui a été attribué, oui, il y en avait dans le passé, avant que le président Macky Sall arrive. Et là, non. Et nous avons la liste de tous ceux qui étaient attributaires, tous ceux qui avaient des baux, etc. Ça, nous l'avons. Mais là, ceux qui exploitent là-bas, on leur a prêté les terres, on leur a donné des semences.
On a loué des tracteurs pour labourer pour ces personnes, ces braves personnes de Sangalkam, de Ndiakhirat, de Noflay, de Niag, de Bambilor, de Kounoun, de Kerngaïlo, de Nyakurap, etc. Pour leur permettre d'avoir des revenus. Je pense que si on ne nous félicite pas, ne devait pas nous accuser. En définitive, les populations de cette zone rurale, quand même, de la région de Dakar, profitent bien de ces DAC, des domaines agricoles communautaires. Allez-y, vous pouvez aller visiter. À l'heure où nous parlons, si vous y allez, vous trouvez des centaines de personnes qui travaillent. Et c'est ça qui va développer le Sénégal. Il faut que les gens puissent avoir des activités génératrices de revenus. Et l'agriculture est un secteur porteur. Et le président Macky Sall l'a bien compris en mettant en place le DAC de Sangalkam. Et naturellement, la commune de Sangalkam, à la différence peut-être d'autres qui n'ont pas eu cette chance, tire bien profit de ces activités économiques, naturellement. Oui, la commune, mais pas seulement la commune de Sangalkam, mais la commune de Bambilor, la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga, la commune de Jaxaay, même les communes de Dakar. Parce que dans l'inscription du DAC, il y a des jeunes de Dakar qui se sont déjà inscrits. Mais là, ils vont exploiter quand le DAC sera vraiment opérationnel. Mais pendant la culture hivernale, on a privilégié les villages qui ceinturent le DAC. Et c'est ce qui est en train de se passer. Si vous avez le temps, le dimanche, allez vous promener, vous vous rendrez compte que les gens travaillent. D'accord. Et quel est l'apport ou le poids de cette zone rurale de la région de Dakar dans le département de Rufisque? Parce qu'effectivement, c'est une zone où il y a beaucoup d'infrastructures qui sortent de terre. Voilà. Prochainement, il y aura un pôle urbain qui sera certainement très dynamique. Comment voyez-vous un peu l'avenir de cette zone-là? Alors, cette zone est en train d'exploser, je dis entre guillemets, en termes d'urbanisation. Parce qu'il y a une vague d'urbanisation qui est en train de se faire dans cette zone. Rappelons-nous que les cités Taoufekh sont là-bas. Taoufekh Niaga, Taoufekh Tivaouane-Peulh. Mais également des projets. La CDC a des projets là-bas, je ne fais pas de publicité, mais beaucoup en tout cas, de structures ont des projets immobiliers. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, que ce ne sont pas des terres du domaine national. La plupart de ces projets sont des projets privés sur des titres fonciers qui existaient avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient pu titrer avant. Parce que c'était des champs partout. Mais qui ont donc cédé ces titres à des sociétés privées qui y font beaucoup de construction. Mais il va falloir maintenant faire en sorte que ce qui reste comme terre puisse être affecté à l'agriculture. C'est le sens du DAC. Bët Sénégal également, qui est dans cette zone-là, où il y a au moins 150 hectares de bonne terre, puisse être attribués aux populations. La forêt classée de Déni Youssou, 200 hectares, qui n'est forêt classée que de nom, parce qu'il n'y a pas d'arbres, qu'on puisse permettre aux populations également de l'exploiter, exercer. Donc c'est une zone d'avenir, une zone de production maraîchère. On produit beaucoup de légumes dans cette zone-là, ce qui fait partie, qui est une partie de la zone des Niayes. Parce que rappelons-le, la zone des Niayes, c'est de Dakar jusqu'à Saint-Louis. C'est ça les Niayes. Mais il y a une portion effectivement qui concerne notre zone, qui est une zone très vaste par rapport à la région de Dakar. Très dynamique. Très dynamique. Il faut faire beaucoup, il faut prêter une attention à cette zone et y prévoir aussi des infrastructures. Parce que j'ai souvent dit qu'on nous oublie entre guillemets. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de ruralité, on saute la région de Dakar. Alors qu'il y a une zone rurale. Lorsqu'on parle d'urbanisation, on nous saute aussi. Parce que nous sommes un peu rural. Nous sommes coincés. Un peu, c'est la raison pour laquelle nous remercions vivement le président Macky Sall avec ses projets de promoville, etc., qui sont en train de se développer et qui nous impactent aussi. Mais qu'on ait une oreille attentive à cette zone rurale de la région de Dakar pour les investissements. D'accord. Au plan politique, comment ça se passe dans le département? Alors, ça se passe bien parce que nous avons gagné les prochaines élections. Nous avons gagné les locales présidentielles avec 54%. Maintenant, les locales... on voulait plus, mais c'est un taux correct. Ça, c'est la présidentielle. C'est la présidentielle. Les locales? Pour les locales, nous sommes en train de nous organiser. Inch'Allah, nous allons gagner, si Dieu le veut, et les populations, parce que quand même, ça fait longtemps que nous sommes sur le terrain politique. Nous sommes en train de tâter, et nous le faisons tous les jours, la météo politique du département de Rufisque. À l'heure où nous parlons, nous avons 13 collectivités territoriales dans le département de Rufisque. Sur 14 même si on peut dire. On a 12 communes
le département en tant que collectivité territoriale et la ville de Rufisque en tant que collectivité territoriale. À l'heure actuelle, les 13 collectivités territoriales ont à leur tête des exécutifs locaux qui sont dans la majorité présidentielle, qui sont aux côtés du président Macky Sall. Et nous sommes persuadés qu'à la prochaine locale, il en sera de même, sinon plus, c'est-à-dire avoir l'ensemble des collectivités territoriales du département de Rufisque. Le bilan du président Macky Sall concourt dans ce sens. Le fait qu'on soit ensemble, nous tous aussi, concourt dans ce sens. Ok. L'unité est réglée. L'unité et la cohésion. C'est une dynamique. L'unité n'est jamais figée, elle est dynamique. Il faut toujours y travailler. Merci beaucoup, M. Omar Gueye, maire de Sangalkam, ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup d'être venu à cette émission, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain.